Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Il y a cette façon particulière dont les gens dépressifs entrent dans le cabinet. Ils n'ont pas vraiment une démarche, plutôt un affaissement un petit peu contrôlé. Comme si chaque pas leur coûtait une énergie qu'ils n'ont plus. Et dans leurs yeux, je lis toujours la même question, muette. Est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose pour moi ? Et ces dernières années de pratique m'ont appris que, bien sûr, cette question, aussi légitime soit-elle, arrive bien trop tôt, beaucoup trop tôt. Parce qu'avant de réparer quoi que ce soit, il faut d'abord créer un espace où cette personne peut simplement exister. Exister sans performance, sans amélioration à démontrer. Juste être dans toute sa détresse et sans qu'on lui demande réellement d'aller mieux. Et pour moi, c'est un peu ça, ma première mission, c'est transformer mon cabinet en sanctuaire, temporaire. Mais cool, le sanctuaire. Et bien sûr, chaque dépression raconte une histoire différente. Il y a celle qui suit un trauma précis, il y a celle qui s'installe progressivement par épuisement existentiel, il y a celle qui revient cycliquement, et celle qui se cache derrière une hyperactivité. Et donc chaque profil, chaque humain, chaque personne demande des nuances, mais les grandes lignes, en gros, de l'accompagnement peuvent à peu près rester les mêmes. Et ces grandes lignes, les voici. Tenir l'espace. Les premiers temps d'un accompagnement ressemblent souvent à une sorte de garde d'enfant émotionnel. Pas parce que la personne est immature, mais parce que la dépression l'a coupée de ses ressources d'adulte. Donc temporairement, je deviens un petit peu le système nerveux stable qu'elle n'arrive plus à maintenir seule. Ma voix est calme, posée, mon rythme aussi, et dans tout ce qu'il y a dans mon bureau, rien ne change, les fauteuils sont toujours à la même place, les tableaux aussi. Tout ça pour créer des ancres dans le chaos que la personne traverse. En général, l'EFT fonctionne bien dans ces moments-là, en début de prise en charge. L'EFT, c'est ce tapotement rythmé sur des points d'acupuncture pendant que la personne va verbaliser sa souffrance. Par exemple, elle peut se tapoter le dessus de la tête en se disant « Même si je me sens complètement perdue, je m'accepte profondément ». Ça peut avoir l'air simpliste et ridicule pour certains, mais je vous assure, ça fonctionne. Et ce côté répétitif, de tapotage, de verbalisation, qui est presque enfantin, ça permet de réassurer quelque chose de bien primitif à l'intérieur de la personne. On pourrait utiliser l'hypnose aussi, mais hypnose version berceuse quoi. Pas pour explorer ou transformer, juste pour offrir une parenthèse de calme dans une tempête intérieure. Un peu comme si on allait border un enfant fiévreux en soi. Et cette phase, la première, celle de juste tenir l'espace, d'accueillir, ça peut durer des semaines, parfois des mois, et c'est ok. On peut pas construire sur des fondations qui tremblent. Et puis il arrive un moment subtil, où je sens qu'il y a peut-être quelque chose qui se décrispe, comme un léger changement dans la posture ou une phrase prononcée avec un peu plus d'énergie, comme si la personne commençait un peu à émerger, comme si elle commençait un peu à remonter à la surface. Et là, en général, c'est le signe pour passer en mode réveil, mais tout doux, vraiment tout doux. Et à cette étape-là, j'aime bien utiliser l'hypnose, parce qu'avec l'hypnose, on va aller retrouver cette partie d'elle qui a envie d'avancer, on va essayer de la reconnecter à cette étincelle qui est souvent enfuie sous des couches de découragement. Parce que oui, on va lui dire, mais oui, là, quelque part en vous, quelque part en toi, il y a encore quelqu'un qui se souvient de ce que c'était avant, d'avoir des projets, d'avoir des envies. Alors aujourd'hui, cette partie-là, on va la laisser parler, on va lui laisser de la place pour se manifester. Et parfois, cette partie-là, un petit peu timide, elle émerge, en disant, oui, j'aimerais bien avoir des amis, mais j'en ai pas la force. Ok, on demande pas la force, on demande juste de composer le numéro. L'action avant l'émotion. Et on continue, micro-victoire, micro-objectif, ou même prendre une douche, ça devient un exploit, et on s'en félicite. Et sortir de acheter du pain aussi, c'est une aventure. Et chaque petit geste qui reconnecte à la vie mérite d'être célébré. Et c'est ça ici, accompagner, en tout cas à mon sens. Et une fois que la personne a retrouvé un peu d'élan vital, vient le moment le plus délicat. Explorer ce qui l'a emmené là. Un peu comme descendre dans les cryptes d'une cathédrale. On y trouve des trésors enfouis, mais aussi des ossements qu'on préfère oublier. Et là, le MDR excelle dans cette phase.
Le MDR, ce sont ces mouvements oculaires qu'on pratique qui permettent au cerveau de digérer, enfin, des souvenirs restés en travers. Et avec cette technique, on voit parfois des personnes se libérer en quelques séances des traumatismes qui les hantaient depuis des décennies. Parfois, pas toujours. L'hypnose devient elle aussi plus profonde, on va aller plus dans l'exploration. On va partir en dialogue avec ces parties d'elles qui se sont fiégées dans le passé. Peut-être cet enfant de 8 ans qui a conclu qu'elle ne méritait pas d'être aimée, ou cet adolescent qui a décidé que le monde était dangereux. Et on continue, avec le FT, à tapoter, à désactiver la charge émotionnelle de ces découvertes, en se disant peut-être, ok, même si j'ai porté cette croyance toxique pendant 40 ans, je choisis maintenant de m'en libérer. Et c'est souvent la phase la plus éprouvante, autant pour mon accompagné que pour moi. Certains jours où je ressors complètement claqué, épuisé, lessivé, d'avoir exploré les souterrains, d'avoir trouvé des trucs, d'essayer de les transformer. Et en même temps, c'est là que ça se joue. Construire sur les ruines. La dernière phase ressemble un peu à une sorte d'architecture de l'âme. Parce que maintenant qu'on a déplayé les décombres du passé, qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce que la personne veut? Où veut-elle aller? Et c'est là que le côté préparation mentale et coaching vont entrer en jeu, pour essayer de donner forme au mieux à cette nouvelle existence. L'idée, c'est pas de poser n'importe quels objectifs et de juste faire des trucs, c'est d'aller chercher ceux qui sont alignés avec cette personne et avec qui elle est vraiment devenue après ce voyage. C'est là que l'auto-hypnose peut devenir un super outil. Plus besoin de moi pour accéder à ressources. La personne apprend à ouvrir seule les portes de son inconscient. Et le FT devient son kit de survie émotionnelle, pour les moments difficiles. Et c'est là que mon rôle change, une dernière fois. De contenant, je suis devenue accompagnatrice, puis exploratrice, et maintenant simplement témoin bienveillant de sa renaissance. Et quand elle a plus besoin de moi, c'est là que je me dis que j'ai bien fait mon travail. Les territoires imprévisibles. Mais laisse-moi te raconter quelque chose qui me pose un problème éthique quotidien. La première chose que les gens savent de moi, c'est que je suis hypnothérapeute. Et immédiatement, qui dit hypnose, dit promesse de rapidité, d'efficacité spectaculaire et de changement quasi instantané. C'est vrai qu'on peut arrêter de fumer en une séance ? Mon ami a perdu 10 kilos en 3 séances d'hypnose. J'ai lu qu'on pouvait guérir une phobie en 30 minutes. Et cette réputation-là de solution miracle, moi, elle me met profondément mal à l'aise. Parce que c'est une pub mensongère, c'est un marketing de différenciation qui dessert autant les thérapeutes sérieux que les patients qui sont en demande d'aide. Donc oui, je pratique les thérapies brèves. Brèves à la différence d'une psychanalyse qui peut durer des années, oui. Mais bref ne veut jamais dire instantané et encore moins pour la dépression. Et il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Mes premières années de pratique, j'étais moi-même infectée par cette urgence, une envie de faire du bon travail, rapidement, de prouver l'efficacité de mes techniques, et de justifier, bien sûr aussi, ma légitimité professionnelle. Résultat, parfois j'ai forcé, des processus qui auraient dû mettre plus de temps. J'utilisais des techniques puissantes sur des personnes qui n'étaient peut-être pas prêtes à ce moment-là, où je voulais explorer des traumas avant d'avoir créé suffisamment de sécurité. Et là, c'était bonjour, la catastrophe. Il y a une patiente qui m'avait particulièrement marquée, qui a fait une dépression sévère suite à un deuil. Et dès la deuxième séance, je me suis lancée dans une séance un peu hypnose EMDR pour traiter la perte. Résultat, cette personne a fait une crise de panique en pleine séance, elle est sortie de mon cabinet, en pleurs, et je l'ai jamais revue. Et je le regrette, évidemment. J'ai voulu aller trop vite, trop fort, trop loin, faire du bon boulot, ouais. Et mon ego professionnel avait pris le pas, en fait, sur son rythme, à elle. Et après ce genre d'événement, évidemment, on dort pas très bien. Je me suis demandé si j'avais ma place vraiment dans ce boulot, si je faisais pas plus de mal que de bien, finalement. Mais c'est sûrement là aussi que j'ai appris une des leçons les plus importantes de ma carrière. Ralentir, ce n'est pas de la paresse thérapeutique, c'est de l'éthique pure. Et maintenant, quand quelqu'un me demande « En combien de séances vous pensez qu'on peut régler ça ?» Ma réponse standard est « Ça prendra le temps que ça prendra. » Et oui, certains repartent déçus de ne pas avoir trouvé une solution express. Et franchement, tant mieux. En même temps, je préfère perdre des clients que d'abîmer des âmes. Donc voilà comment ça se passe vraiment dans mon cabinet, loin des promesses marketing. En réalité, une personne qui souffre de dépression reste généralement entre, on va dire, 8, 15, parfois 20 séances. Ça dépend.
Et parfois 5 pour celles qui sont déjà stabilisées, ça dépend à quel moment elles arrivent en fait dans leur parcours. Certaines séances sont spectaculaires, il peut y avoir des grandes révélations sous hypnose, des libérations émotionnelles intenses avec le MDR. Et tandis que d'autres ressemblent simplement à une conversation autour d'une tasse de thé. Et oui, il y a des rechutes, il y a des retours en arrière, il y a des résistances que je n'arrive pas à comprendre, et il y a des techniques qui ne prennent pas avec tout le monde. Il y a des moments où je ne sais plus quoi faire, il y a des moments forcément où je me sens démunie face à la souffrance des autres, où je me dis que peut-être, pour cette personne, je ne suis pas la bonne thérapeute. Et c'est ok. Et puis il y a ces instants, des instants de grâce où quelque chose se débloque, où on voit dans les yeux de l'autre qu'une étincelle se rallume, où on entend un « pour la première fois depuis des mois, j'ai eu envie de chanter sous la douche ». Et ces moments-là, qu'importe les techniques, ça s'achète pas, ils émergent. Ils émergent de quoi? Sûrement de la qualité de présence, de la patience, du respect, du rythme unique de chaque personne. Donc mon cabinet n'est pas un garage où on répare des cerveaux en panne, non. C'est plutôt un espace sacré où des êtres humains viennent déposer leur vulnérabilité la plus profonde. Et cette vulnérabilité-là, ça soigne pas la chaîne, non. Et bien sûr, cette progression que je viens de décrire, elle est jamais, mais jamais, au grand jamais linéaire. C'est plutôt une danse où on avance, on recule, on tourne une pirouette, on s'arrête. Parfois une révélation en hypnose la déstabilise et on doit revenir consolider pendant plusieurs séances. Parfois il y a de la résistance à explorer, il y a certaines zones traumatiques, et cette résistance elle est précieuse, puisqu'elle protège quelque chose. Elle protège quelque chose qui n'est sûrement pas prêt à être touché. Avec le temps, je pense que j'ai réussi à lui faire confiance à cette imprévisibilité, celle qui fait partie du processus des guérisons et qui n'est pas une ennemie en soi, bien qu'elle ne mette personne en sécurité, en tout cas au premier abord, mais en final, au contraire. Et chaque personne m'enseigne quelque chose de nouveau sur la dépression. C'est une cartographie que je viens de décrire, oui, mais elle se réinvente en fait, à chaque fois. Parce qu'au fond, on ne soigne pas la dépression, on accompagne une personne à travers sa façon unique de traverser cette épreuve. Si je devais résumer un peu, moi, mon expérience avec l'accompagnement de la dépression, je dirais déjà que cette dépression, ce n'est pas un ennemi à combattre. C'est un système d'alarme qui est bien trop sophistiqué qui signale que quelque chose dans l'existence demande à être transformé. Et c'est un peu comme si chaque phase de l'accompagnement révélait un message différent. Au début, c'est plutôt un « j'ai besoin de sécurité pour traverser cette épreuve », pour passer ensuite à un « j'ai besoin de sens pour me remettre en mouvement », pour ensuite un « j'ai besoin de guérir mes blessures profondes », et finalement un « j'ai besoin de construire une vie qui me ressemble vraiment ». Alors la magie de l'hypnose, de l'EMDR, de l'AFT ou de tous les outils que je peux utiliser, ce n'est pas de faire disparaître ces messages, c'est plutôt de les rendre audibles, de créer un espace où la personne elle peut enfin entendre ce qu'elle essaye de se dire elle-même depuis peut-être très longtemps en fait. Alors ces histoires que je viens de te raconter, mes erreurs d'apprentissage, les techniques, les victoires, les échecs, elles dessinent en filigrane quelque chose de bien plus vaste. Car derrière chaque dépression qui pousse ma porte, je reconnais maintenant les signatures de notre temps. Ce cadre qui craque sous la pression d'un système qui le broie, la mère isolée qui s'épuise dans la performance maternelle, l'ado hypersensible qui ne trouve plus sa place dans un monde d'images, l'artiste qui renonce à sa créativité pour payer ses factures. Ces effondrements ne sont pas des accidents isolés, ils révèlent simplement les fissures profondes de notre façon de vivre. Et si on prenait enfin de la hauteur pour regarder le paysage vu d'ensemble ? Et si on acceptait de voir ce que ces âmes en détresse essaient de nous dire sur le monde que nous avons construit ? Car peut-être qu'au-delà des protocoles thérapeutiques et des molécules, la vraie question est celle-ci. Que nous apprend cette épidémie de dépression sur qui nous sommes devenus ? Tu te souviens de ces moines tibétains qui entouraient leurs frères en détresse ? Ils ne cherchaient pas à les réparer rapidement, non. Ils créaient un cercle de protection et attendaient. Ils savaient que certains passages ne se forcent pas. Dans mon cabinet, j'ai appris la même chose. Les vraies transformations ne viennent pas des techniques les plus sophistiquées ou des révélations spectaculaires. Elles émergent de cette qualité de présence, de cette capacité à tenir l'espace pour quelqu'un qui traverse l'impossible. Et parfois, pas toujours mais parfois, ces personnes ressortent avec quelque chose d'intact en elles que la dépression n'a pas pu toucher. Une vérité sur elle-même qu'elle n'avait jamais osé regarder. Et là, franchement, ce n'est pas de la poésie, c'est de l'observation clinique. Pascal Quignard, cet observateur impitoyable de l'âme humaine, écrivait « Il y a quelque chose de plus ancien que la douleur dans la douleur,
Il y a quelque chose de plus originaire que le malheur dans le malheur. C'est cela qui ne guérit pas et c'est cela qui ne doit pas guérir, car c'est cela qui nous tient debout dans l'être. Et cette phrase, depuis que je la connais, elle me hante. Elle me dit quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas des machines à réparer, nous sommes des êtres complexes dont certaines blessures font partie de l'architecture. Et notre époque nous offre quelque chose d'inédit. Pour la première fois dans l'histoire, on peut soigner la personne et questionner ce qui, dans notre façon de vivre, rend tant de gens malades. Les outils existent vraiment. Antidépresseurs bien choisis, psychothérapie adaptée, changements environnementaux, on a un arsenal qui marche. Pas parfait, pas universel, mais qui marche. Et cette double approche change tout. On peut être à la fois soignant et lucide, réparer la chimie cérébrale et transformer ce qui l'empoisonne. Si tu es dans cette nuit en ce moment, écoute ça. Tu n'as rien à prouver, ni courage, ni gratitude, ni capacité à voir le positif. Tu as juste à tenir et chercher de l'aide. 3114, numéro gratuit, 24 heures sur 24, appelle un médecin, un thérapeute, peu importe qui, mais quelqu'un. Parce que la souffrance, ce n'est pas une punition cosmique ou une initiation spirituelle. C'est une souffrance, point. Et toute souffrance mérite d'être soulagée. Mais sache ceci, ton système nerveux ne te ment pas. Donc si ta vie actuelle te rend malade, c'est une information précieuse et pas une faiblesse personnelle. Alors une fois que tu auras mis la sécurité en place, tu pourras, peut-être, si tu le veux, si tu le souhaites, écouter ce que cette détresse essaie de te dire. Mais ça, c'est pour plus tard. D'abord, il faut survivre. J'ai observé quelque chose chez ceux qui remontent vraiment de la dépression. Ils n'en ressortent pas à réparer comme neuf, non. Ils en ressortent avec cette part sombre intégrée, acceptée. Ils voient clair dans les relations toxiques. Ils détectent immédiatement l'inauthenticité. Ils ont moins peur de décevoir parce qu'ils savent ce que coûte vraiment de vivre pour les autres. Ce ne sont pas des saints, ce sont juste des êtres humains qui ont touché le fond de quelque chose d'essentiel et ne peuvent plus faire semblant. Ils ne peuvent plus faire autrement. Et peut-être que c'est exactement ce dont notre monde a besoin. En fait, des gens qui ont appris à distinguer l'authentique du factice, des gens qui refusent les compromis toxiques, des gens qui choisissent la vérité plutôt que la performance, non pas parce qu'ils sont devenus militants, non, mais parce qu'ils ont simplement cessé de se mentir à eux-mêmes. Parce que oui, peut-être qu'ils n'avaient plus le choix, à un moment. Nous ne sommes peut-être pas venus au monde pour être heureux, nous sommes peut-être venus au monde pour être vrais. Et parfois, la vérité fait mal, elle nous oblige à regarder ce qui ne va pas, à quitter ce qui nous détruit, à affronter ce qu'on préfère ignorer. Mais peut-être que cette douleur-là a aussi un sens, peut-être qu'elle nous guidera vers une vie qui nous ressemble, vraiment. C'était Maëva. Et si ce podcast t'a accompagné dans une réflexion, dans un doute, dans une nuit difficile, alors il aura servi à quelque chose et j'en suis ravie. Car au fond, nous sommes tous des rescapés de nos propres tempêtes, et c'est exactement cette fragilité partagée qui nous rend humains. Alors si demain tu croises quelqu'un qui vacille, rappelle-toi. Parfois, la plus grande thérapie, c'est simplement de tenir l'espace, comme ces moines tibétains l'ont toujours su. Alors prends soin de ta sensibilité, c'est ta boussole dans un monde qui a sûrement perdu le nord.